Alors, Monsieur Benoît Rossani de IBM France. Et je remercie Monsieur Éric Daubier qui a aussi toujours été notre contact et responsable relations grande école, université, et Monsieur Rostani qu'on va présenter après avec son parcours, responsable politique RSE, IBM France. Ensuite, je vais inviter Monsieur Marc Fosquet, directeur général de Xasphère AG Group, et bien évidemment aussi on va présenter le long parcours de Monsieur Marc Fosquet. Ensuite, nous avons en ligne Monsieur Édouard de Boisson, consultant Eviden et directeur de programme formation continue en détachement chez CYTech, et Monsieur Philippe Velasquez, qui y a eu un grand empêchement de dernière minute. Donc, il essaiera de se joindre à nous, sinon de toute façon, on va commencer. Donc là, est-ce que Monsieur Édouard de Boisson est en ligne? Et voilà, il est là. S'il peut juste enlever le micro pour nous dire bonjour, voilà. Et bonjour, je vais inviter Kevin, Monsieur Kevin Carrier, qui a été très animé, très actif pour les questions et qui sera co-animateur de cette table ronde. Donc on va s'installer, je ne sais pas si vous voyez comme ça. Donc, on va commencer. Donc, on va commencer par Monsieur Benoît Rostani, responsable politique RSE IBM France. Et je vais justement commencer par une question RSE. Comment IBM France intègre-t-elle les considérations de responsabilité sociétale, RSE, dans le développement de solutions d'IA pour la santé? Alors, IBM, de ce côté-là, a mis en place vraiment la pratique éthique et responsable au cœur de son IA. Ce qui n'est pas d'ailleurs forcément le cas de toutes les IA génératives, en particulier celles qui sont, on va dire, ouvertes au public, qui ont utilisé comme base de connaissances initiale l'ensemble des informations qu'on trouve sur Internet. Au niveau d'IBM, effectivement, on va utiliser des modèles qui sont des modèles pour la plupart sur l'open source, qui sont construits par IBM ou éventuellement par d'autres acteurs. Et derrière, on va alimenter ces modèles-là pour la partie des données et des renseignements fournis uniquement sur une base d'informations qui est connue, que les entreprises peuvent analyser, peuvent vérifier qu'effectivement les sources sont des sources autorisées, et on essaye d'un point de vue éthique et responsable d'avoir un panel d'informations le plus important possible. Parce qu'effectivement, si on met, on va dire, que des sources d'hommes blancs, on va avoir un biais important dans les résultats qui sont fournis par rapport, dirais-je, au public possible que l'on va utiliser. Après, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'être en parfaite dirais-je, harmonie avec l'AI Act qui arrive, et en particulier un certain nombre d'articles. Alors je les avais notés parce que je les connais pas tous, mais l'article 5 qui va interdire certaines pratiques au niveau de l'AI. Donc IBM, par exemple, n'autorise pas les clients à utiliser son AI pour faire de la reconnaissance faciale et l'exploitation en masse de cette reconnaissance faciale. Et puis j'ai lu un article tout à l'heure du fait que la vidéo avec de l'AI va être déployée en France. Bon, c'est pas par IBM, mais là, on va effectivement, par exemple, sur cet exemple de l'AI déployée en France, sur la vidéo, ça va pas aller sur la reconnaissance faciale, mais uniquement sur le mouvement de masse ou ce genre d'opération, mais pas sur l'identification d'une personne. Donc IBM, de ce côté-là, pas de pratique interdite. On va aussi travailler énormément sur l'article 9, qui est la gestion des risques, c'est-à-dire à partir du moment où on déploie une AI, c'est quel va être le risque associé à ce déploiement, le risque pour les données qui sont à l'intérieur. Alors dans certains cas, et dans énormément de cas, même ces données sont complètement anonymisées, mais si on parle par exemple d'une AI qui travaille sur les ressources humaines, eh bien on va forcément trouver l'ensemble des informations de chaque individu au sein de cette AI pour l'utilisation des ressources humaines. Il va falloir travailler dans cette gestion de risque en disant qui a accès à cette information, qui peut aller jusqu'au détail de l'employé,
et qui peut rester au niveau statistique, par exemple, moyenne des salaires, qui va être accessible par l'ensemble des managers, et alors que les détails du salarié ou du salaire de chaque salarié ne sera accessible que par le manager du salarié. Donc un ensemble de contrôles qui doivent être mis en place en termes de sécurité et donc de gestion du risque pour vérifier qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème, comment on réagit et comment on évite effectivement ce type de fuite. Et on arrive au final sur l'article 10 qui est la gouvernance des données. C'est-à-dire à partir du moment où on met ça en place, comment est-ce qu'on va pouvoir fournir les bons rapports pour que l'on puisse démontrer auprès des autorités de contrôle qu'effectivement l'AI est correctement en phase avec les besoins et les normes qui sont demandées. Voilà principalement effectivement ces éléments-là. Donc c'est de l'évaluation des impacts éthiques et de la gestion des risques, de la transparence sur les informations qui sont données là. Quand on dit transparence, c'est aussi bien la donnée que l'algorithme. On va garder une surveillance humaine, toujours, c'est-à-dire être capable de réinterroger, de vérifier que l'AI donne bien le résultat attendu et ce type de choses doit être régulier. Et il ne faut pas oublier en dernier, parce que malgré tout, quelque part, l'humain en sécurité est toujours le maillon faible, il faut le former. Il faut le former à l'utilisation de l'AI, quelles sont les questions qu'on peut lui poser, quel est le type de réponse que l'on attend, parce qu'on n'est pas là sur une AI générative globale, mais sur des AI génératives qui vont avoir un sujet spécifique d'expertise qui correspond aux données qui ont servi à l'alimenter. Merci beaucoup, c'est très clair. Et donc, selon vous, quels sont les principaux défis éthiques en particulier à surmonter pour sécuriser les données médicales en particulier, tout en respectant surtout les principes de transparence et de confidentialité? Alors, quand on parle de défis, on va dire au début, ça va être des défis liés à la collecte, au stockage des données et à son utilisation. C'est principalement là, sur les données privées, les principaux défis que l'on va avoir. Donc la collecte de l'information, tout le processus de collecte jusqu'au stockage et voire même donc dans la partie initiale qui va être l'entraînement de l'AI. Derrière, en fonction des données qui sont dedans, elles sont-elles anonymisées? Quand on reste par exemple sur des bases de données de type imagerie médicale, on n'a pas forcément à avoir besoin de l'intégralité de la date de naissance, mais peut-être que l'année suffit, pas le code postal, mais uniquement le département ou la région, ce qui fait que la personne va être plus difficile à identifier par un hacker. Donc c'est une partie d'anonymisation. On ne va pas forcément tout enlever parce que sinon on perd une information d'analyse importante. Donc toute cette partie-là qui va donner lieu derrière à la transparence. Comment est-ce que les données sont stockées et comment est-ce que les données sont utilisées. C'est super important finalement. On entend parler beaucoup en ce moment de consentement pour une autre affaire, mais cette information de consentement, quand j'ai mes données que je mets à disposition d'un tiers, qu'est-ce qu'il en fait derrière? Et on le sait malheureusement trop bien, beaucoup d'applications, surtout celles qui sont gratuites, utilisent les données auxquelles elles ont accès. Si c'est gratuit, le produit, c'est vous. Hein, c'est-à-dire toutes les données que vous avez dans votre téléphone, par exemple, eh bien, vont être utilisées par un tiers derrière, sans aucun contrôle des informations que vous transférez. Donc, on a énormément de choses qui sont là-dessus, sur cette partie initiale. Deuxièmement, en termes de défis, c'est s'il y a un problème, qui est responsable? S'il y a des tiers qui ont accès aux données, comment est-ce qu'on les responsabilise? Comment est-ce que la personne qui héberge à la base les données garantit que le tiers n'accède pas forcément à tout ou quelle est l'utilisation que va en faire le tiers? Je reviens sur les dernières attaques qu'on a vues en termes de données de santé. Ce n'est pas l'entité principale qui est fautive, enfin elle est fautive un peu, mais ce n'est pas l'entité principale qui est la source de la fuite, c'est le tiers. Mais le problème, c'est que ce tiers-là, finalement, est-ce qu'il avait le droit de faire un get étoile, enfin une requête de type base de données, dire je prends tout et je sors tout d'un coup? Normalement, non. Donc c'est aussi la faute principale de ne pas avoir mis suffisamment de contrôle sur ce que peut faire
le terme en termes d'accès, en termes d'extraction. Donc on est vraiment sur cet aspect de responsabilité et finalement une problématique de sécurité, d'accessibilité et de transparence. Plus je donne des informations sur mon système, par exemple si je dis que mon système AI utilise tel modèle derrière, ça veut dire que potentiellement il y a des listes d'attaques sur ce modèle-là pour faire du prompt engineering, qui vont permettre d'extraire des données, etc. Donc, c'est ce type de transparence sur lequel il faut faire attention entre est-ce que je dis tout ou pas, en termes de sécurité. Voilà les principaux problèmes. Comment on résout ça, finalement, ces défis-là? Bon, je reviendrai tout à l'heure, mais 100% c'est pas possible. Désolé pour la question. Mais voilà, donc on va adresser ça avec plusieurs méthodes. Et une des premières, effectivement, c'est commencer à respecter les différentes réglementations. Si on commence à respecter déjà le RGPD, AI Act, et puis en fonction dirais-je, de l'endroit où on le déploie, le NIS2 et autres réglementations, déjà, on gagne énormément en termes de sécurité. La formation, je reviens toujours, la formation. L'humain est le maillon faible. Le hacker, même si on entend parler beaucoup de failles de sécurité, de tout ça, 70% des attaques vont démarrer avec une identité qui est compromise et qui existe et qui est légale et qui est normale. Et donc les gens vont utiliser cette identité pour faire le premier pas et rentrer dans le système, peut-être utiliser des failles derrière pour se mouvoir dans le système et accéder à un niveau de privilèges et d'autorisation auxquels ils n'ont pas droit, mais à la base, c'est parce que le mot de passe n'est pas bon, etc. Je reviens sur le domaine de la santé, par exemple. Aujourd'hui, vous ne verrez pas un médecin rentrer dans un bloc opératoire sans s'être lavé les mains. D'accord? C'est normal. Par contre, vous voyez toujours des mots de passe en 8 caractères, lettres, post-it, à côté du truc du même médecin qui qui se lave les mains. Donc la sécurité, c'est de l'éducation. Et ça passe aussi énormément là-dessus. Évolution continue, solutions robustes aussi derrière, tiers de confiance, sont des choses qui sont indispensables. Et je dirais à la fin, peut-être un petit peu de budget. Même beaucoup. Merci Monsieur Rostani. Vous avez parlé de formation, et effectivement, on va réaborder le sujet un peu plus tard, notamment peut-être avec Édouard. Et je pense aussi que c'est le cœur de la solution, hein, de toute façon. Vous avez parlé de sécurisation des données, c'est un peu le cœur c'est un des cœurs de métier d'Oxasphere, il me semble, dont Marc Posquet est directeur général. Alors, on va pas, ma première question ne va pas porter sur la sécurisation des données spécifiquement, mais plus sur les dispositifs médicaux connectés, les IoT médicaux. Et donc, ma première question, c'est comment sécuriser le cycle de vie d'un appareil, de la conception jusqu'à son retrait, pour éviter tout ce qui est backdoor ou compromission? Alors, je vais reprendre ce qui a été dit ce matin. La bonne nouvelle, c'est la réglementation. Et ce que disait M. Bonnet, beaucoup de gens, dès l'apparition du RGPD, ont dit « Oh là là, ça va être un frein à l'innovation, etc. » Bah, écoutez, nous, pour la plupart des effectifs chez nous, nous venons du paiement. Et la bonne nouvelle, c'est que le marché de la donnée devient un marché réglementé tout simplement. Et il faut arrêter d'y voir toutes les mauvais prétextes de dire ça va tuer l'innovation. Eh bien non, ça a fait la richesse de plein d'entreprises, notamment en France. Et la réglementation a forcé à innover différemment. En matière de dispositifs connectés, c'est pas neutre parce que, comme l'a dit mon général, il y a des fraudes et puis il y a des risques. Et même les applis, les dispositifs connectés, déjà à la base, il faut savoir que utiliser un dispositif connecté non normé, potentiellement, c'est grave, parce que suivant la classification, vous avez 3 classes, hein, où ça peut même, dans classe 3, ça peut entraîner le décès de la personne. Et il y a un système qui est pernicieux, parce que quand vous dites le cycle de vie, il faut savoir que toutes les startups, on a un système français qui encourage à l'innovation, etc., mais qui force des entreprises et des startups à utiliser des dispositifs connectés qui ne sont pas forcément normés parce qu'on leur demande, notamment pour trouver des financements, à faire du chiffre d'affaires.
je ne dirais pas une grande banque d'investissement public, pour aider ces startups, et dire c'est quoi vos premiers revenus. Or, ça coûte très cher. Les budgets, ça coûte très cher. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a le CE médical, et pour justement gérer ces dispositifs, c'est qu'il y a notamment des normes. Je parlais de la formation, les normes, on parle des procédures, se laver les mains, parce que l'ISO, par exemple, l'ISO 13485, ça va être, et surtout il y a une réglementation qui est le Medical Device Regulation, qui a été repoussée à 2028. Pourquoi ? Parce que quand on regarde bien par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est qu'on va demander sur la gestion, la durée de vie, c'est que tous les dispositifs connectés soient identifiés. Alors si on parle d'autres, toute la politique des IAM, des gestions d'identité, autorisation, etc., déjà c'est quoi l'identité du dispositif? Et puis c'est comme en matière d'infraction avec les radars, quand vous recevez une contravention, la première chose qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que l'appareil était bien normé, est-ce qu'il était toujours valide, etc. Mais là, ça va être pareil pour les dispositifs médicaux. Mais il faut savoir que donc ça va être obligé, et il y a aujourd'hui plus de 80% des dispositifs médicaux qui mesurent tout et n'importe quoi, qui ne répondent pas à cette nouvelle réglementation européenne. Donc ça va être un point important, c'est l'ISO 13485, c'est le Medical Device Regulation. Donc ça, c'est la réponse, je dirais, qui va forcer les entreprises un peu à faire du ménage. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, une entreprise qui ne respecte pas ça, c'est s'exposer à des sanctions pénales. C'est cher, c'est 375 000 €, c'est 5 ans de prison. Si quelqu'un utilise un dispositif médical qui peut entraîner des préjudices. Donc, pour répondre précisément à des questions, c'est la réglementation déjà, mais c'est une formation. On va monter un petit peu le niveau parce que ça devient un peu plus réglementé. Ok. Vous vous placez comment, Oxasphère, sur ces sujets-là? Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achemine, c'est-à-dire justement, on va gérer en amont tout ce qui va être la gestion de l'identité, l'authentification et donc l'autorisation et acheminer comme une transaction de paiement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On fait l'acquisition de la data, on va la structurer, on va la transporter et on va la remettre. Et donc, quand on remet comme un paiement, un récépissé, c'est comme un recommandé, vous contresignez, on sait d'où une data est partie. Donc, l'origine, c'est important, parce que s'il y a 4 étapes maintenant, aujourd'hui, sur une donnée, très simplement, on pouvait faire tout et n'importe quoi pendant des années. Mais pour une data, maintenant, avec les réglementations, de manière très simple, vous se posez la question, c'est quoi l'origine? Est-ce que j'ai affaire à une donnée intègre? Est-ce que je suis légitime à l'utiliser? Ça, c'est important. Et puis la finalité, c'est-à-dire qu'on parlait de small data, d'IA frugale, et de la qualité de data, c'est qu'on n'utilise pas de la data dont on n'a pas besoin. Voilà. Eh bien, nous, on va travailler là-dessus, c'est-à-dire qu'on va traiter de la donnée multimodale, donc on va traiter à la fois des signaux vidéo, des conversations, on échange à la fois de l'image sur un téléphone portable. Si vous aimez, aujourd'hui, vous envoyez une image d'IRM sur un téléphone portable, les médecins le font via WhatsApp, c'est interdit. Nous, on va travailler ça via des applis sécurisées, mais on va pouvoir chaîner, je dirais, l'origine jusqu'à la remise. Donc ça, c'est notre métier, de délivrer des certificats. Est-ce que j'ai affaire à une donnée intègre? D'accord. Et donc, quels sont, selon vous, les principaux obstacles à l'adoption de technologies avancées comme l'IA et avec les dispositifs médicaux connectés dans la médecine de précision? Alors, justement, c'est qu'on parlait, quand on parle, de manière générale, quand on parle d'IA, alors souvent on voit ChatGPT, LLM, etc. Il y a des IA. Et si je dis qu'il y a des IA, derrière aussi, on parle de big data. Il faut savoir qu'en médecine, aujourd'hui, par rapport à la médecine de précision, alors médecine de précision, on dit la médecine 5P. Ça veut dire quoi? 5P, c'est d'abord, c'est une médecine qui se veut préventive, une médecine qui se veut prédictive, personnalisée, participative, c'est-à-dire où le patient va jouer un rôle important. Et le 5e P est très très important, c'est probante, sur 2 aspects, sur l'aspect clinique et sur l'aspect juridique, c'est les fameuses preuves dont vous avez parlé. Alors, je vais vous donner une illustration en termes d'IA. Nous, on travaille sur un projet dans le domaine, donc avec l'hôpital Paul Brousse, sur le traitement de précision du cancer. Donc, c'est quoi? C'est la médecine circadienne.
Donc les rythmes circadiens, c'est votre horloge biologique. Et on s'est aperçu, donc c'est un prix Nobel, notamment de Michael Young, ils sont 3 à avoir eu ce prix Nobel en 2017, c'est que donc l'importance de l'horloge biologique, vous le savez tous, hein, on est du matin, on est du soir, mais quand on administre un médicament anticancéreux à la bonne heure, c'est-à-dire que vous allez jouer sur l'efficacité du médicament lui-même, mais surtout, vous allez avoir des effets secondaires bien moindres et surtout un taux de survie important. Donc nous, qu'est-ce qu'on va travailler sur ce schéma d'analyser donc des données en local, et le modèle d'IA qui va être utilisé là, ça va être de l'IA, oui, frugale, mais de type fédératif, c'est-à-dire qu'on va prendre de l'individu vers le cluster et ensuite on fait de la donnée transportable, c'est un autre modèle d'IA. Et les freins pour que toute cette chaîne marche bien, c'est ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire le frein, c'est que si on n'a pas affaire dès le départ à l'acquisition de la donnée, à une donnée intègre où on ne peut pas vérifier l'origine de la data, ça c'est un frein. Ça répond à votre question? Si, parfait, Okay. Parfait. Et peut-être une dernière question. Avec l'évolution des menaces cyber et l'évolution des réglementations, comment vous voyez les avantages d'une architecture zéro trust? Je sais qu'on a parlé un petit peu d'architecture zéro trust. Peut-être dire quelques mots sur ce que c'est d'ailleurs. Alors, zéro trust, c'est je ne fais confiance à personne et je vérifie tout. C'est-à-dire que c'est ce que je viens de dire. Alors nous, on connaît un petit peu ça dans le paiement, c'est que c'est toujours c'est vérifier systématiquement l'identité, la règle d'autorisation. Et est-ce qu'on peut accéder à ce service, à ce niveau d'information? Alors c'est important, mais par rapport à tout ce qu'on dit, par rapport à l'évolution de nos systèmes, en vérité, ça touche trois sources principales. C'est-à-dire déjà l'humain. On parlait, nous on connaît bien parce que dans une des filiales du groupe, ça fait 15 ans qu'on est sur des chariots connectés et mon collègue qui est là, il a vu lui-même des post-it posés sur les écrans. Hein, donc ça, c'est un vrai problème. Donc l'identité, déjà l'éducation au niveau des personnes. Mais c'est-à-dire que dans le Zero Trust, je vais vérifier aussi l'identité des programmes. Donc, est-ce qu'ils ont le droit de tourner et d'accéder à une information ou d'accéder par là? Et puis, le troisième aspect, c'est les devices. Donc, on va vérifier toute cette chaîne, donc Zero Trust. Et puis, on va avoir... Donc, j'ai envie de dire, le Zero Trust, ça va venir au-dessus, d'abord, avant de passer Zero Trust, déjà bien appliquer les réglementations. On a parlé de NIS 2, donc c'est ISO 27001 en termes de qualité. Et en termes de formation, je pense que aujourd'hui, nos ingénieurs, il ne suffit pas de faire des pentests dans la sécurité, il faut déjà avoir une culture relativement transversale sur un domaine étendu qui est justement la norme, parce que ça donne la checklist et la façon de se protéger. Donc ça, le Zero Trust viendra, à mon avis, progressivement, mais déjà, si on respecte... Alors, le RGPD, première étape, on parle de NIS 2, donc Network Information Security, c'est la résilience des systèmes informatiques, mais déjà là-dedans, on vérifie qui a accès à quoi, sans être Zero Trust. Donc les Zero Trust, je pense que c'est pas accessible à tout le monde, attention, hein, ça peut être très coûteux parce que il faut vérifier les identités de tout le monde. Donc oui, je pense que de toute façon, ça sera quelque chose qui deviendra, compte tenu de ce qu'on veut faire avec les IoT, dans les 5 à 10 ans, je pense que moi j'ai vu comment évoluer le paiement. Et dans le groupe dans lequel je travaillais à l'époque, ça a poussé un certain nombre d'innovations et de montées crescendo. Je pense que le Zero Trust va être quand même quelque chose qui va se généraliser sur les prochaines années. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Fosquet. C'est très clair. Et surtout par rapport, peut-être on détaillera après lors des questions et les débats avec le public, surtout la partie Zero Trust qui intéresse beaucoup aujourd'hui, que ce soit peut-être entreprises de toute taille, institutions et établissements académiques. Et clairement, oui. Nous, on ne peut pas parler de Zero Trust. Mais vous savez que le Zero Trust, ce n'est pas un truc c'est pas nouveau. Hein. Ah oui, ça a grosso modo 20 ans. C'est-à-dire la mise en place, oui. Cisco travaillait dessus il y a
il y a 20 ans. Alors les systèmes aussi, hein, les serveurs, c'était pas la même chose. Mais on en discutait tous les deux avant cette réunion. Si je prends le parallèle de qu'est-ce que je parlais, j'ai ouvert la session en parlant de enfin, on arrête le Far West. Alors M. Bonnet a parlé de ce matin, le Far West qu'on va remettre à l'ordre du jour aux États-Unis. Ok, ben ils font ce qu'ils veulent parce que oui, d'accord, mais il y a quand même les risques cyber. Donc vaut mieux persévérer et continuer d'innover avec quelques règles. Mais c'est quand même, voilà, ça c'est important. Mais au niveau de donc PCI, on parlait de PCI, qui était la norme qui est apparue au milieu des années 2000. Hein, c'était la norme de paiement qui venait sécuriser les paiements sur serveur. Au début, c'était émergent, comme le Zero Trust. Bah, on voit qu'aujourd'hui, impensable de ne pas avoir un serveur PCI DSS. Voilà. Mais dommage parce qu'il n'y a pas assez de sensibilisation. Je trouve que ce soit des élèves, à part les élèves qui sont formés à la cybersécurité et connaissent rien que l'approche, les techniques, des collègues, quand on dit Zero Trust, ils me disent c'est quoi Zero Trust, Oui. alors qu'ils sont eux-mêmes dans le domaine quand Oui. même. Mais peut-être on ouvrira dans le débat. Zero Trust, c'est simple, c'est tout ce que je vois, je le vérifie. Oui, et ça je peut fais confiance à personne, je fais confiance à personne, je vérifie tout et peut s'appliquer même aux réseaux sociaux, même à n'importe qui, sur n'importe quoi. Quand j'ai une information, je la vérifie. Et c'est important, hein, parce que cette notion de vérifier, et M. Bonnet a insisté là-dessus, c'est que la cybersécurité, en ce qu'a dit mon général et tout ce qui a été dit aujourd'hui, à terme, c'est une menace sur notre propre liberté, notre sécurité, notre démocratie. Hein, c'est-à-dire, c'est d'être victime. On parlait de fake news, c'est-à-dire d'hallucination. Alors, on parle d'IA, c'est l'hallucination, c'est l'hallucination générale. Donc, le fait d'avoir une politique de sécurité en amont assez stricte, c'est aussi se préserver de mauvaises surprises et de mauvaises informations. Merci beaucoup. Et là, on va passer à notre dernier invité, Monsieur Édouard de Boisson. Pareil, ça fait bizarre de vous appeler Monsieur Édouard de Boisson parce que c'est notre collègue aussi. Il est consultant, consultant chez Eviden et en même temps directeur de la formation continue chez CYTech. Donc, ma question, Monsieur de Boisson, quelle est l'importance, et là ça fait le lien entre surtout les entreprises, les partenaires industriels et même institutionnels, mais en particulier là nous avons une table ronde d'entreprises. Quelle est l'importance de partenariat entre les entreprises et surtout les établissements académiques tels que le nôtre dans le cadre de la formation des étudiants pour sensibiliser, pour former par des experts entreprises à des enjeux liés à la cybersécurité, à l'IA, appliqués à la santé, qui est fait le thème de notre journée. Alors, le grand intérêt, c'est de suivre l'accélération technologique et processus de gestion du marché dans son ensemble, qui est composé des législateurs, des entreprises et des étudiants. Les étudiants dans les anciens formats pouvaient travailler sur des technos ou des théories qui étaient relativement statiques. Et puis là, plus on avance dans la technologie, moins on est dans un système statique, on est dans un système de plus en plus dynamique, voire hyper dynamique. Donc les entreprises, là, on a deux représentants des praticiens. On a la gendarmerie pour la partie, on va dire, légale, et on a monsieur l'entrepreneur pour la partie business développement. Mais en fait, ces deux acteurs majeurs du marché sont indispensables dans l'intégration des programmes de formation des étudiants, puisqu'on va être capable de délivrer, entre guillemets, l'état de l'art d'un point de vue éthique et légal pour les étudiants, et d'autre partie de dire, voilà les outils à disposition, voilà les nouvelles procédures, comment on va les mettre en place, comment on fait de l'intégration, comment on va pouvoir tester sur des simulations et sur du réel les différentes machines. Et donc, c'est sur cet aspect d'intégration que l'avenir de la formation continue se situe. Voilà, c'est sur une intrication très forte entre les trois grands acteurs. Merci beaucoup, Édouard. Et j'aurais une question qui concerne la 5G. On a eu pas mal de discussions, soit avec vous ou avec les collègues
d'IBM, l'informatique quantique. Les cybercriminels ont un pas d'avance par rapport à nous, êtres humains, utilisateurs normal de toute nouvelle technologie, et donc ils vont exploiter toutes les nouvelles technologies telles que l'informatique quantique, les 5G. Là, aujourd'hui, on parle même de la 6G. Du coup, quelle réponse à apporter à ces innovations avec l'IA générative? Alors, on a plusieurs réponses. Donc, ce qui est difficile avec la 5G et la 6G, et puis c'est la quantité de données qui peuvent transiter. Ce qui fait que la réponse de la cyber doit être avec la même quantité de données possible et la même vitesse de travail. Donc, si on n'est pas doté d'une instance quantique pour être capable de faire un certain type de chiffrement et des instances classiques pour faire un autre type de chiffrement et de protection, il faut passer par des machines virtuelles. Alors, vous avez quelques grands opérateurs qui le font. Je crois qu'IBM a commencé ou a déjà livré une solution de test virtuel pour les chiffrements quantiques, pour simuler les machines. Je sais que le groupe Atos vient de la sortir. Et puis ensuite, vous avez Capgemini qui est très en avance aussi sur ces sujets-là. Et donc, pour moi, pas pour moi personnellement, mais selon moi, l'arrivée de la 5G, la 5G et la 6G ont tellement d'informations qu'il faut vraiment se doter de ce qu'on appelle des GAN. Donc, ce sont des systèmes de réseau qui peuvent faire de la contre-mesure pour l'entraînement et repousser les attaques qu'on pourra avoir de l'extérieur. Voilà. Et on sait que les saturations et les combinés avec un certain type de cryptage, et puis les passations des ports classiques, etc., quand c'est fait avec une certaine agilité, vous pouvez faire tomber des gros systèmes qui sont très bien protégés. Donc, on est obligé de massifier les réponses, d'avoir des organisations militaires, entre guillemets, des consultants qui travaillent sur la maintenance de ces machines. Là, on est dans le secteur de la santé. Les AP/HP ne sont pas encore vraiment dotés de systèmes de réponse massifs pour lutter contre les réseaux avec énormément d'attaques qui viennent avec la 5G ou d'autres systèmes. Donc, il y a un opérateur comme Atos, bon, on vient de gagner un marché, mais il y a d'autres opérateurs comme IBM et les autres qui sont capables de mettre en place des masses d'équipes sur différents aspects de la cyber, puisque maintenant, ce n'est pas une cyber, c'est des cyber, pour pouvoir lutter contre ces attaques en masse. Voilà. Je pourrais à la limite donner le nom du client un autre jour, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, quand ça sera vraiment officiel, mais voilà. Les hôpitaux ont décidé de se doter d'un système de sécurité cyber au niveau national. Évidemment, c'est en relation avec le ComCyber dont on parlait tout à l'heure, puisque les hôpitaux sont déclarés comme des OIV, des opérateurs d'importance vitale, mais il n'y a pas que eux aussi qui doivent être dotés d'un système centralisé de réponse de cyber. Alors après, comme on est sur de la data où il y a beaucoup d'informations qui circulent, l'humain n'est pas capable de piloter le flux naturellement de toutes ces datas, et surtout de la diversité, donc on est obligé de faire appel à l'IA. L'IA va être un assistant très intéressant pour faire de la modélisation combinatoire de réponses sur des attaques. Voilà. On n'a plus le choix, on est obligé maintenant d'utiliser l'IA pour ça. Donc ça permettra du coup de faire de la détection, de la simulation, de la réaction et de la résilience. On va avoir les 4 vertus qui seront capables en combinant donc différents outils de cyber avec de l'IA. Voilà. Peut-être une dernière question coup, par Kevin, Edouard. Je reviens sur les questions de formation parce que avec tout ce qu'on a dit depuis le début, depuis ce matin, on se rend compte que la cybersécurité c'est de l'IA, c'est avec la cryptographie c'est des mathématiques, maintenant il y a de l'informatique quantique, il faut se former au post-quantique, on apprend une cryptographie aujourd'hui qui est potentiellement non résistante aux ordinateurs de demain. Qui sera obsolète. Donc en fait, nos étudiants qu'on forme aujourd'hui, ils ne sont pas forcément formés à la cryptographie de demain. Enfin, c'est énormément de défis. Et est-ce qu'en fait, on peut les relever? Enfin, est-ce qu'un étudiant peut être formé sur tous les aspects aujourd'hui? Alors ça se relève, mais ça se relève de façon... il faut avoir une organisation un peu militaire, structurée, puisqu'en fait, c'est pas une cyber, c'est des cyber maintenant. Donc, d'ailleurs, BESMA travaille intensément sur l'élaboration d'autres programmes de cyber, puisqu'aujourd'hui, on est cyber et smart system, mais il y a des cyber maintenant, donc il va y avoir une démultiplication. Ensuite, on va avoir donc des filières qui vont plutôt utiliser les mathématiques,
d'autres filières de cyber qui vont utiliser plutôt la programmation de l'intelligence avec le machine learning. Et donc, ça va être des composantes différentes pour lesquelles on va créer des axes de formation qui vont se cumuler. Et après, on va revenir à nouveau sur des concepts de management, des chefs de projet ou des intégrateurs qui seront capables de piloter des équipes multi-compétentes sur différentes compétences de la cyber. Donc, si maintenant on intègre ça dans un logiciel, entre guillemets, je parle métaphysique, dans un logiciel éducatif, là, ça veut dire qu'il va falloir démultiplier nos formations, se doter d'appareils et d'instances virtuelles et réelles pour pouvoir faire tous ces apprentissages, de façon à ce que quand les étudiants sortent de leur 3e année d'ingénieur, ils soient déjà opérants sur les derniers produits du marché. Voilà. Ça rejoint la première question qui était il faut qu'on crée des capillarités très fortes, des intrications très fortes avec le privé et le public pour que les étudiants, quand ils sortent de l'école, ils soient déjà opérationnels Exact. et qu'ils n'aient pas besoin de faire un ramp-up de plus pour pouvoir être à niveau. Merci Edouard. Là, nous avons encore une remarque. Je voudrais rebondir sur ce qu'on vient de dire. L'aspect formation, il y a une chose aujourd'hui dans le métier de l'ingénieur dans lequel on parle qui est incontournable. Et je pense que c'est vraiment la nécessité de l'apprentissage. Et franchement, parce que bien sûr on ne peut pas tout voir dans un cours magistral. Par contre, les recettes de cuisine, c'est les tours de main, hein. Il est impensable de former un médecin pendant 8 ans de manière théorique. Bon, ben voilà, un pâtissier c'est pareil. Ben, dans l'informatique aujourd'hui, c'est important d'avoir de l'apprentissage. Chez nous, c'est quasiment une obligation. Pourquoi ? Parce qu'ils découvrent beaucoup de choses à la fois dans la façon de travailler. Et puis, il y a un autre mot là, hyper important que je viens d'entendre, c'est la culture projet. La culture projet, moi, en tant que professionnel, ce que je déplore, c'est que il y a très très peu de formations. Je crois qu'on en avait échangé, Edouard, une fois quand on s'était vu sur la nécessité de former, et c'est pas péjoratif. Beaucoup disent culture projet, non. Quand je parle de procédure, quand je parle d'ISO, c'est-à-dire on ne fait pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une culture projet et donc former déjà la méthode projet. L'apprentissage, ça c'est les clés. Et parce qu'on va être de manière très transversale, et ça permet de compartimenter les formations, des contributions de professionnels divers. Et là, on voit que le juridique n'est pas suffisant et le métier de l'ingénieur n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les profils deviennent hybrides. Voilà. Donc, il y a un niveau de connaissance générale qui monte. Voilà. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup, Marc. Merci, Edouard. Merci beaucoup. Toujours, je vous appelle Eric parce qu'Eric, il est devant moi. Mais merci beaucoup. Et là, je vais reprendre ma feuille. Benoît aussi. Benoît. Désolée, c'est la fin de journée. Et comme on va clôturer, justement, là, on va clairement clôturer la journée avec la fin de rituel aussi, hein, avec une petite photo. Je vais inviter M. Alexandre et aussi notre collègue Carole pour une dernière photo, si possible. Et après, peut-être on va clôturer avec un mot de fin de notre directeur général et de ma collègue aussi, Marie Kratz, pour les SEC. Et après, une photo avec tout le public qui est courageux, qui a pu rester toute la journée avec nous aujourd'hui. Voilà. Et merci aussi au public en ligne et à tous les étudiants qui ont aussi collaboré et travaillé pour toute cette journée longue mais belle. Juste, je ramène les cadeaux. J'ai oublié j'ai un problème de nom. Oh, non. Peut-être avec le micro. Du coup, Monsieur Alexandre, le mot de fin. Oui. Bon, d'abord, je voudrais remercier les derniers orateurs parce que je sais que c'est en fin de journée.
toujours très difficile. Les quelques participants qui ont résisté à ça. Bon, j'étais très content parce que, d'abord, peut-être qu'on ne l'a pas dit, CYTech est lauréat via l'université d'un appel à projet PIA CMA, donc compétences et métiers d'avenir autour de la cyber, sous le chapeau du campus cyber à la Défense. Hein, donc c'est un gros projet. Donc il y a énormément d'événements qui ont été faits et cette séquence est incluse dans tout ça. J'ai été très content. Alors, j'ai pas pu rester tout le temps parce que j'étais pris par une grosse composante sciences et techniques. Voilà. Mais ça s'est bien passé. Je veux dire, avec des collègues. Et j'ai dû repartir, etc. J'ai assisté, ça tombe bien parce que j'ai assisté à la première conférence de notre ministre, ancienne ministre, et j'ai assisté justement à la table ronde. C'est intéressant parce qu'il y avait cette question du plan national sur la cyber, puisqu'elle avait un peu déconnecté. Donc on apprend par la bouche d'Edouard, qui a disparu, mais qui est là, qui nous écoute, qu'effectivement il y a quelque chose qui est mis en place. On est d'accord sur la formation, hein, ça a été dit, et en particulier si on fait un focus, Marc, tu l'as dit, sur les filières ingénieurs, hein, je pense que c'est ce qu'on essaye de faire à CYTech. Hein. On se rappelle que, bon, ok, l'informatique et l'écofinance, c'est des vieilles spécialités, entre guillemets, mais qu'on a justement la filière biotechnologie et chimie et génie civil. Donc on a envie justement de mettre plus en avant cette transversalité qui est compliquée. Mais justement, c'est l'intérêt d'avoir des partenaires extérieurs, des entreprises, pour nous faire bouger. Le monde académique, il faut le bouger de temps en temps, et c'est bien de voir ça. Et c'est aussi bien de voir que ces apports extérieurs, c'est toutes ces conférences, je pense en particulier des exemples très concrets. À ce moment-là, il y avait des étudiantes et des étudiants dans l'audience. La deuxième par le docteur qui était radiologue. Voilà, c'était excellent, c'était mon micro marche plus. C'est bon. Très net, et je pense que ça a dû montrer quelques exemples pratiques d'application et les enjeux autour de la cyber et de l'application IA, et puis tout ce qu'on peut faire comme bêtise, je dirais. Comme bêtise, je dirais. Bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, je suis très content. J'ai pas pu serrer les mains de tous les partenaires hein, qui sont là. Je suis content d'en revoir certains que j'avais pas vus depuis un certain nombre d'années. Je tiens à remercier les étudiantes et les étudiants. Est-ce qu'il en reste là qui sont pas morts? Voilà, voilà. Vous avez résisté. Voilà, on peut les applaudir. On peut aussi remercier l'équipe d'organisation. Bon, ben, voilà, ils sont là, derrière. Parce que c'est quand même assez dur de gérer à la fois, parce qu'en plus, ils ont eu le courage d'écouter et en plus de suivre l'organisation dessus. C'est compliqué. Et puis, évidemment, je vais leur laisser la main pour le dernier mot. Bien sûr, Besma et Marie, merci beaucoup. C'était une des premières, pratiquement, de collaboration avec les SEC et CYTech. Merci. Tout à fait. Donc, merci aussi. Donc, bien sûr, tout revient aux organisateurs. On a aidé un peu avec Besma, mais le travail de force, c'était vraiment l'équipe de CY. C'est très intéressant, effectivement. C'était un peu une première collaboration sur un sujet sur lequel on travaille en parallèle depuis un certain temps, dont avec la Gendarmerie nationale aussi, et un partenariat avec les SEC. Une petite touche par rapport à... Donc, CYTech, bien sûr, c'est une école d'ingénieurs, donc des gens très techniciens. Je pense que l'IA doit s'adresser, et c'est un petit peu ce qu'on cherche à faire à l'ESSEC, à ce que ce soit pour tout le monde. Donc, souvent, mes étudiants, parfois, quand ils m'écoutent, ils disent « Bon, effectivement, même les managers, maintenant, ils doivent savoir programmer, ils doivent tout faire. » Donc, bon, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, il faut vraiment que toutes les disciplines, tous les acteurs de la société, en fait, soient conscients et sachent comment acquérir une plus grande... faire de la prévention cyber et savoir un petit peu qu'est-ce que l'IA, comment ça marche, même s'ils ne sont pas techniciens et si ce n'est pas eux qui vont développer les outils purement informatiques. Voilà. Donc, ravi de cette collaboration et à suivre pour d'autres événements. Donc, certains seront à l'ESSEC, certains ici, oui. Mais c'est un grand plaisir. Merci beaucoup.
Tout est dit. Un grand merci encore une fois à toute l'équipe, Tiffaine, que je vois vraiment extrêmement fatiguée, qui a fait des... Voilà, c'est de la bonne fatigue. Carole, Adam, extrêmement fatiguée aussi. Toute l'équipe de Carole, Sarah, Mélanie qui aujourd'hui n'est pas parmi nous, Anne-Catherine, Jean qui était vraiment le pilote surtout, et clairement à tous les collègues qui ont assisté aujourd'hui, vraiment, que je vais inviter toutes et tous à venir pour faire la photo. Voilà, les souvenirs comme ça, les courageux, ils ont résisté. Merci beaucoup. Je vous invite du coup tous, hein, tous les collègues et élèves aussi, hein, tout le public. Et merci surtout aussi à tous les collègues et publics qui sont en ligne.